Bonsoir à tous, bonsoir Raphaël. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mercredi 20 novembre. Les zones de sécurité prioritaires existent depuis un an à Toulouse. Le premier bilan est plutôt encourageant. Semaine européenne de la réduction des déchets, nous sommes allés à la rencontre d'une association qui recycle des appareils usagés. Et enfin, certains tronçons de la Garonne placés en vigilance jaune depuis hier. Un an après leur création, l'heure est au bilan pour les zones de sécurité prioritaires de Toulouse. Les Isards, Bagatelle, la Reinerie et Bellefontaine sont les secteurs concernés. 58 000 Toulousains y habitent. Les premiers résultats sont plutôt encourageants. Depuis un an, les vols avec violence ont reculé en moyenne de 40% et les cambriolages de 22% dans ces quartiers soumis à une plus forte présence des forces de l'ordre. Sentiment d'insécurité ou insécurité réelle, c'est bien tout l'enjeu des zones de sécurité prioritaires. Car au-delà des chiffres, c'est bien le ressenti de la population qui doit être pris en compte. L'idée du gouvernement est de revenir vers une police de proximité avec plus de prévention. Le problème de la prévention, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Ce qui ne s'est pas passé, on ne le sait pas. Ou alors il faut du temps. Et au bout d'un certain temps, on peut voir qu'effectivement, un ensemble de choses se régule et que la sécurité s'améliore, la tranquillité aussi, ce qui est important, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, et que notre indice, le meilleur indice, c'est que quand la population, quand on a un retour de la population qui dit effectivement, on vit mieux, ça va mieux. Ça, c'est vraiment, ça ne trompe pas. La délinquance de voie publique a baissé de 25% sur le Grand Mirail, de 26% sur les Isards. C'est le résultat d'une méthode et d'une coopération entre les services publics, police, gendarmerie, éducation ou transport, avec des missions et des lieux mieux ciblés. C'est préférable que ça soit mieux de police que plus de police. Et je pense que les citoyens sont sensibles à ça, par le biais de la proximité, par le biais de ce qu'ils peuvent observer, puis à la fin de se dire effectivement, il y a eu une nouvelle façon de faire et nous, on vit mieux. Malgré cette nouvelle orientation vers plus de proximité, beaucoup dénoncent une politique du chiffre toujours présente et pourtant décriée par le gouvernement. L'idée du nouveau gouvernement, c'était vraiment d'abandonner cette politique du chiffre qui est extrêmement négative, si vous voulez, parce que on travaille pour des chiffres, pour avoir des bons chiffres, donc on choisit ses cibles, mais on ne choisit pas les bonnes, on choisit des chiffres qui peuvent être intéressants à vendre, et ce qui n'est pas le rôle de la police. À mon avis, le rôle de la police et des élus, de la sécurité globalement, c'est de faire en sorte qu'on soit au service de la population et que la population voit la différence. Et je crois que la coopération entre la police nationale et la police municipale ici à Toulouse est vraiment exemplaire. Je crois que c'est une des plus grosses réussites qu'on a dans ce domaine. Depuis janvier, 230 000 € issus du trafic ont été saisis sur ces zones de sécurité prioritaires. Un chiffre qui ne doit pas cacher les campagnes de prévention, notamment dans les écoles. Car le défi est lancé, police et population doivent se comprendre, coopérer, se rapprocher. Et sachez que l'Express a établi un baromètre de la délinquance dans les quelques 37 000 communes françaises. Toulouse arrive à la 344e place. Municipale toulousaine à présent, on connaîtra la liste complète menée par Pierre Cohen à la mi-décembre. Cette liste comprendra des colistiers issus de la société civile et des partis alliés. Mais pour ce qui est des colistiers socialistes, c'est demain que ça se passe. Une liste choisie par Pierre Cohen doit être soumise au vote des militants. Pour ce faire, le maire sortant doit d'ici là dégager une trentaine de noms. Parmi une petite centaine de candidats, la plupart des élus sortants se représentent. Parmi les nouveaux candidats, on peut citer les conseillères générales Françoise Pouget et Zora El Kouacheri, mais également l'universitaire et politologue Marie-Laure Fage. De son côté, le candidat UMP Jean-Luc Moudinque a dévoilé il y a quelques jours de nouveaux colistiers issus de la société civile, notamment deux figures de l'aéronautique et de l'espace. Jean-Claude Dardelet, le vice-président de Thales Alenia Space, et Jean-Paul Miquel, le responsable de la chaîne finale d'assemblage de l'A380. C'est le retour du soleil aujourd'hui. Pour autant, avec les précipitations des derniers jours, le niveau de la Garonne est fortement monté, jusqu'à 3 mètres par endroit. Une situation qui n'a rien d'inhabituel. Il s'agit de crues de saison. Plusieurs tronçons du fleuve sont tout de même en vigilance jaune depuis hier. Fanny Madamour. Des berges inondées, une eau bouillonnante. Depuis hier, la Garonne connaît un épisode de crue. Vigicru, dont le rôle est la surveillance des cours d'eau, a placé le fleuve en alerte jaune.
Dans la nuit de lundi à mardi, on a eu un épisode pluvieux qui a succédé à un autre qui s'est produit dans le week-end. Donc un épisode pluvieux qui a engendré des précipitations de l'ordre de 30 à 50 mm sur l'ensemble du bassin versant de la Garonne, donc la Garonne elle-même, mais aussi ses affluents pyrénéens. Donc ces précipitations ont entraîné quelques crues modérées sur le Salade, sur la Lèze, sur la Rise, donc des affluents de la Garonne. Donc tout cela s'est propagé ensuite sur l'aval, dans la Garonne, donc ce qui a engendré une élévation modérée des niveaux d'eau à Toulouse notamment. On a enregistré quasiment 3 mètres à l'échelle du Pont-Neuf à Toulouse. Face à cette montée d'eau saisonnière, la mairie a pris quelques mesures de sécurité. La passerelle Vigry était fermée au public et l'accès aux places de stationnement basses du quai de Tunis interdit. Alors généralement, les grandes crues de la Garonne sont plutôt au printemps. Même si on observe quelques épisodes de crues à l'automne et durant l'hiver. Donc à Toulouse en particulier, les niveaux d'eau décroissent en ce moment, hein, on est sur la décrue. Le pic de crue a été enregistré hier après-midi, en fin d'après-midi, début de soirée. Donc là, les niveaux redescendent doucement voilà, jusqu'à un état normal. Pas de nouvel épisode pluvieux prévu pour l'agglomération toulousaine, mais en fin de nuit, des précipitations concerneront le piémont pyrénéen et le plateau de Lannemezan. Le Gers, le Salade, l'Ariège, la Rise et la Lèze devraient être placés en vigilance jaune. C'est la semaine européenne de réduction des déchets, l'occasion pour nous de vous faire découvrir une association, l'Envie 31. Elle existe depuis déjà 15 ans et recycle de l'électroménager. L'association toulousaine promeut une autre façon de consommer. C'est le grand format de cette édition avec Marlène Canal. L'association Envie, c'est un magasin d'électroménager rénové à prix réduit situé zone de Thibault à Toulouse depuis 1999. Mais outre l'aspect environnemental, la première mission de l'association est la réinsertion professionnelle. Alors comment ça se passe au niveau de l'insertion? Qui peut venir pour être formé? Alors ce sont des personnes demandeurs d'emploi de longue durée et allocataires du RSA. Voilà. Et la formation en elle-même, elle dure combien de temps? Alors c'est un contrat de travail, 35 heures par semaine, CDD, de 2 ans maximum dans une vie. Le but étant vraiment de faire une passerelle vers un emploi durable ou une formation qualifiante. Ils sont encadrés? Quel type d'électroménager ils réparent? Alors la spécificité d'Envie, c'est vraiment de rénover, donc comme vous pouvez le voir, le gros électroménager, c'est notre métier depuis 30 ans. Donc ils sont formés par des personnes spécialistes de l'électroménager, un encadrement qui est assez intense, on a 5 encadrants pour 15 personnes à l'atelier, donc c'est un suivi vraiment personnalisé. Le but étant de pouvoir sortir des appareils de qualité parce qu'ils sont garantis 1 an, donc ce sont des appareils qui sont testés, remis à neuf en fait, et qui nous permet d'appliquer une garantie d'1 an et de choisir vraiment sur cet électroménager de l'électroménager de marque. Ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter d'électroménager neuf de venir chez nous. Alors justement, c'est des prix accessibles à combien? Alors sur les premiers prix, machine à laver, on est sur entre 99 et 129 €. Voilà, sur du matériel de marque et garantie 1 an. Après, vous avez un peu toute la gamme. On fait aussi des frigos, des américains, des gazinières. On est ouvert à tous les publics. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a un peu plus de personnes qui viennent pour faire un achat durable, quoi, pour soutenir, on va dire, la philosophie d'Envie. Mais aussi, on a des personnes qui viennent parce que c'est très cher l'électroménager et qu'on a tous besoin d'une machine à laver. Où est-ce que vous trouvez ces appareils électroménagers? Ils viennent d'où? Alors ce sont des appareils électroménagers qui viennent de chez les distributeurs d'électroménagers. Donc depuis la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques en 2006, vous ramenez l'ancien électroménager quand vous achetez un nouveau. Et c'est l'ancien électroménager qui passe dans le réseau Envie pour être rénové. Alors juste pour conclure sur le volet formation, du coup, au bout des 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont placés? Quels sont les résultats que vous avez? Alors on a des très bons taux de sortie, on appelle chez nous, donc c'est les personnes qu'on arrive à insérer professionnellement, alors sur une formation qualifiante ou sur un emploi durable. On est entre 60 et 65% de sorties positives, ce qui est un très bon taux. Le but chez nous, c'est vraiment d'accorder du temps sur le temps de travail où ils travaillent à ce qu'on appelle des CIP, chargés d'insertion professionnelle, qui sont là pour élaborer avec eux un projet professionnel.
résoudre les problématiques urgentes, parce que malheureusement on peut avoir des personnes qui sont en problématique de logement, problématique de santé, problématique de surendettement. Donc il est très important de résoudre ces problématiques pour qu'ils puissent se concentrer sur leur travail et sur leur avenir professionnel. Et c'est bien un avenir que David, 28 ans, est venu chercher ici. Ce menuisier de formation décide il y a quelque temps de changer de métier. Une entreprise d'insertion de Montpellier, l'endroit où il vit, lui indique l'adresse d'envie à Toulouse. Comment ça s'est passé? C'était quelque chose que vous vouliez travailler dans le domaine de l'électroménager ou vous êtes arrivé un peu sans savoir ce que vous alliez faire? Non, c'était par hasard. J'ai été embauché comme livreur à la base et j'ai demandé de passer en atelier et ça a tout de suite accroché. Alors quel est votre travail tous les jours? Alors moi tous les jours je m'occupe de ce qu'on appelle ça Envie Solutions. C'est les particuliers qui nous amènent leur machine en panne et on diagnostique la panne, on leur propose un devis et puis voilà, on les répare s'ils acceptent. Au niveau de l'encadrement, comment est-ce que vous êtes formé? C'est quelque chose que vous connaissiez pas du tout, l'électroménager. Qu'est-ce que vous apprenez tous les jours? Tous les jours j'apprends les nouvelles pannes, comment les réparer. Voilà, avec mon chef qui lui qui s'y connaît bien, ouais, c'est un bon technicien. Et donc tous les jours j'en apprends. Ça fait 5 mois que j'apprends tous les jours sur l'électroménager. Est-ce que ça vous plaît comme domaine? Oui, du coup j'ai découvert ça. Je pense que plus tard je resterai dans cette branche. Ils sont 19 toute l'année en insertion professionnelle à Envie 31. Ils sont payés au SMIC. Tous les jours ici, ce sont 4 tonnes d'électroménager qui arrivent par camions entiers. L'exploit est sur toutes les lèvres aujourd'hui, ils l'ont fait. Les joueurs de l'équipe de France ont arraché une victoire historique face aux Ukrainiens hier soir. La France sera donc bien présente au Brésil en juin prochain. Les Toulousains n'en reviennent toujours pas, du moins pour ceux qui ont regardé le match. Voici le sujet de Jean-Marc Lucas. Savez-vous ce qui s'est passé hier soir? Non, pas du tout. Alors si je vous dis, c'était un match de foot. Ah oui, je vois, c'est la France contre l'Ukraine, oui. Et alors? La France a gagné. Mais je ne suis pas trop le foot de toute façon. Alors donc si elle a gagné, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Les qualifier pour aller au Brésil. Qu'est-ce que c'est le Brésil? La Coupe du Monde. Waouh! Ils ont gagné 3-0, quoi, c'est l'essentiel. Hein. C'est incroyable parce qu'il faut revenir de 2-0. C'était fort. On voulait qu'elle gagne. Quand même, on est content, c'est bien. Ouais. Ça remonte un peu l'estime qu'on avait dans l'équipe. Et le mondial, on va le gagner ou pas alors? On y croit, on verra. C'est pile ou face, vous savez. Il faut qu'il y ait un gagnant, un perdant. Bon, ça c'est... Voilà, bon... Vous avez l'air content ou pas du tout? Bon, je suis quand même content que la France ait gagné. Ouais. Peut-être on aura doublé les primes et les salaires. Ah. C'est le secret, il ne faut pas le dire. Je suis très content sur le match d'hier. J'étais satisfait. Bon, du fait que vraiment, nous, on est francophones, sénégalais, et puis vraiment, on aime la France. Bon, désolé, nous, on n'a pas qualifié le Sénégal. La France est qualifiée. Vraiment, c'était content. Vous connaissez le score? Pas du tout. Non! Non, bah non, désolé. Hein. Je suis pas foot. Quand on n'est pas foot, on n'est pas foot. Hein. Ouais, voilà. Désolé. J'ai vu sur Facebook, après j'en sais rien, je m'intéresse pas au football, désolé. Oui, nous avons gagné. Qui? La France. Et contre qui? Contre l'Ukraine. C'est le fort, ils ont joué bien, ils ont changé l'équipe, à mon avis, ils ont joué bien. Vraiment bravo. Ouais. Alors je suis fier, je suis content. Hein. C'était un bon match de la France ou un mauvais match de l'Ukraine? Les deux. Mais il leur manquait quelques joueurs à l'Ukraine. Et puis... Non, les Français, très bon, je suis content. Hein. Non, c'est un miracle. Il faut reconnaître, c'est un miracle quand même. S'ils étaient bons, ils auraient joué régulièrement comme ça. Eh oui. Pourquoi ils nous font un match sur 50 heures? Donc c'est un peu dommage qu'ils soient au pied du mur pour gagner. Mais bon, après... À part ça, tant mieux, hein, c'est bien, mais bon, on verra bien par la suite. Alors ils vont gagner la Coupe du Monde ou pas? Je sais pas. Autre très beau résultat, c'est celui des volleyeurs toulousains. Ils accèdent au quart de finale de la Coupe de France. Ils se sont imposés face à Cannes hier 3-7-0. Hasard du calendrier ou pas, les Spacers retrouveront dimanche les Cannois, mais cette fois-ci pour le compte du championnat.
En hockey sur glace, en revanche, les Belugas se sont inclinés 3-1 face à Angers hier soir. Leur parcours en Coupe de France s'arrête donc en 8e de finale contre l'une des équipes leaders de la Ligue, Magnus. Vraiment pas de quoi rougir. Et on passe à la culture maintenant, Raphaël. Effectivement, et le nom de famille Giscard n'est pas seulement associé à un ancien président de la République, c'est également celui d'une grande famille toulousaine, famille de sculpteurs et de statuaires. Suite à un legs datant de 2005, une exposition au musée Paul Dupuis retrace les quelques 150 années de création de cette famille toulousaine d'artisans spécialisés dans les statues en terre cuite, un sujet signé Jean-Marc Lucas. La maison Giscard, les anciens Toulousains connaissent cette mythique manufacture familiale, reine de la terre cuite, que ce soit pour les décors ou les statues. On retrouve au gré des salles du musée Dupuis l'histoire de la ville rose, pièce moulée après pièce moulée. Pour constituer cette exposition, 6 caisses ont été ouvertes et il y en a 80. Donc effectivement, c'est un fonds considérable et la ville de Toulouse s'attache à partir de maintenant à faire l'inventaire de ce fonds, faire des constats d'état à l'ouverture des caisses et puis proposer un projet de conservation pour ce fonds. C'est une partie de l'histoire de Toulouse, de l'histoire de la région, de l'histoire de l'architecture de la ville, mais aussi des églises toulousaines. Art religieux ou non, moules, sculptures, photos ou ateliers, ici on a reconstitué l'univers du travail statuaire. Mais est-ce de l'art ou de l'industrie? C'est moulé, c'est rationalisé, on peut se servir d'un élément pour une commande ou pour une autre, donc ce qui permet de faire baisser les prix. Donc on est dans une logique complètement économique et pré-industrielle, on va dire. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'à la base, on a quand même des artistes. Les membres de la famille Giscard sont formés à l'école des beaux-arts, ce sont des sculpteurs, ils maîtrisent parfaitement non seulement l'art de la sculpture, mais aussi l'art du dessin. Et nous montrons dans l'exposition quelques-uns de leurs dessins. Donc c'est aussi de l'art, c'est aussi la création artistique. À partir des années 60, les techniques modernes, plus rapides et moins coûteuses, ont pris le pas sur l'artisanat. Tout un pan du métier a disparu. Une exposition à découvrir jusqu'au 23 février. Musique à présent. Demain soir, les 5 Toulousains du groupe Anachronique Electro Orchestra seront sur la scène du Bikini en compagnie du clarinettiste David Krakauer. Le groupe mêle musique yiddish et son électro. Bruno Mallet leur a consacré un numéro de 100% musique à découvrir dès lundi prochain, donc le 25 novembre, sur TLT. On écoute un extrait de Shadok. Toujours en culture, vous pouvez toujours découvrir la très belle exposition de Plonk et Replonk à l'espace Croix-Baragnon. Puis également un très beau film qui est sorti aujourd'hui, Guillaume et les garçons, de Guillaume Gallienne. Bonne soirée à tous, bonne soirée Raphaël. Bonsoir Jérôme. Prochaine édition en direct demain à 19 h.